Bonjour à tous et bienvenue à la troisième édition du webinaire français de Ouch. Aujourd'hui, nous sommes avec la talentueuse Chef Anto qui a bien voulu nous retrouver. Bonjour Chef Anto et merci de nous honorer de Bonjour, votre Olivia. présence. Vous serez également accompagné aujourd'hui avec notre modératrice, Chef Alison Aydam. Bonjour Chef Alison. Bonjour, bonjour. Bonjour, chef Anto. Bonjour, ça va? Ça va. Merci beaucoup. Et vous allez ensemble débattre sur le thème qui est les chefs face à la COVID-19, face à la COVID-19. Avant de commencer, j'aimerais laisser la parole à Monsieur Francis, qui est notre fondateur Ouch, afin qu'il puisse nous laisser quelques mots. Monsieur Francis, bonjour. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Donc, Oui, bonjour. bonjour, chef Anto, bonjour, chef Alison, bonjour, Olivia. Bonjour, Francis. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui ai lancé Ouch pour une surprise, bon, le webinaire, et puis voilà, merci beaucoup d'être tout ça. C'était rapide. Ah, d'accord. Bon, bah, Chef Alison, vous pouvez commencer, je vous laisse la parole. D'accord. Alors, chef Anto, j'ai beaucoup de questions pour vous, mais je vais commencer doucement. Alors, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de nous présenter votre parcours, en fait. Comment est-ce que, déjà, bon, moi, je connais un peu votre histoire, mais pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, comment est-ce que vous êtes tombé de la médecine ou parce que, voilà, vos parents étaient dans la médecine ou dans la diététique. Donc, comment vous êtes sorti de ça pour arriver à tomber dans la cuisine? Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu le début parce qu'à un moment, l'écran s'est figé. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je disais que j'avais beaucoup de questions, mais que je vais Oui. commencer soft en vous demandant votre parcours, en fait. Comment vous est venu votre amour de la cuisine et comment vous êtes tombé dedans au point d'en faire un métier, en fait? Oula, c'est long. Bon, je vais essayer de résumer. L'amour de la... moi, alors, je suis Anto Cocagne, communément appelé le chef Anto, d'origine gabonaise. Je vis en Île-de-France. Et donc, ça fait maintenant 18 ans que je suis en France et je suis arrivée en 2002 après mon baccalauréat pour faire des études de cuisine. Mais avant ça, en fait, j'ai été élevée, j'ai grandi au Gabon. J'ai grandi au Gabon et en grandissant au Gabon, enfin, en grandissant dans une famille classique africaine et dans les traditions africaines, une fille, pour qu'elle soit bonne à marier, elle doit savoir cuisiner. Donc, très jeune, dès l'âge de 9 ans, j'ai ma mère qui m'a dit qu'il fallait que quand elle n'était pas là, c'est moi qui la remplace. Et donc, il fallait passer en cuisine. Donc, j'ai commencé à cuisiner avec elle, avec mes tantes, avec ma grand-mère. Au début, pour moi, je n'ai pas tout de suite vu que c'était une passion, mais c'était plus un devoir un peu. Je ne vais pas dire une corvée, parce que j'aimais bien ça. Un devoir. Et puis, au fur et à mesure, la cuisine est devenue un lieu que j'affectionnais particulièrement. Parce que c'est le lieu où il y avait les potins. Quand on voulait savoir ce qui se passe dans la famille, il fallait être en cuisine, que le mariage de l'autre s'est gâté, que tel a mis son mari dehors, c'est en cuisine qu'il fallait savoir ça. Donc, j'avais toujours l'oreille qui traîne. Et puis, c'est un lieu où il y avait des échanges, où les femmes rigolaient, où ça chantait, où il y avait aussi des conseils de mère à fille. Et quand je voyais ma mère nutritionniste, qui s'occupait d'enfants très malades, je me suis dit, moi, je n'ai pas envie d'être confrontée à la misère du monde quand je vais travailler plus tard. Je voyais mon père, ingénieur en hydrocarbures, qui, quand il était au travail, il signait des documents où il allait sur le terrain en chantier, tout ça. Et ce n'est pas un milieu qui m'attirait. Et je me suis dit, si un jour je dois être
si un jour je dois faire carrière quelque part, bah, ce sera dans la cuisine. Donc au début, ce n'était pas facile, notamment parce que dans la culture africaine, les métiers de service sont considérés comme des métiers sous-métiers, de basse besogne. En fait, on est le boy, de toute façon, on est le boy, la femme de ménage, on est au service d'eux, donc ce n'est pas très valorisant. Et donc, comme moi je le disais à mon père, je veux être cuisinière, ben lui, il voyait celle qui va, enfin, un peu comme les cuisiniers qu'on a au pays, là. La servante, quoi. Pour lui, c'était la servante, exactement. Et il m'a dit, mais tu vas pas être, enfin, on va pas payer des études pour que tu sois ouvrière. Et j'étais plutôt bonne en sciences éco, donc il disait, mais tu vas aller faire banque et assurance, et puis on a tel parent qui est directeur de banque, quand tu vas revenir, on va placer et tout ça. Et ben, moi, ça ne m'intéressait pas, je n'aimais pas tout ce qui était calcul, chiffres et tout. Ce qui m'intéressait, c'était être en cuisine. Et ce qui les a fait changer d'avis, en fait, surtout à mon père, parce que ma mère, elle était plutôt ouverte, c'est parce que dès la classe de 4e, en fait, j'avais un commerce informel. Je vendais des gâteaux dans ma classe. Donc, j'avais un livre que ma mère avait, qui s'appelle « La cuisine au pays du soleil ». Et il y avait des recettes de gâteaux de base, hein, des cakes marbrés, citron et tout ça. Et il n'y a pas longtemps, il m'a redonné ce livre. Il y a encore les traces de beurre, de farine séchée et tout. Tellement j'ai utilisé ce livre. Et donc, je faisais les gâteaux avec ça et je vendais dans ma classe. Et en terminale, je vendais dans le quartier, je vendais dans le lycée. Et ma mère a vu l'argent que j'arrivais à me faire. J'arrivais à me faire un salaire d'un fonctionnaire avec ça, quoi. Ouais. Et elle a dit à mon père, ben là, elle ne connaît pas grand-chose. Si avec le peu de connaissances qu'elle a, regarde comment elle arrive à se débrouiller. Bon, si on l'envoie en France, au pire, quand elle revient, elle cuisinera au moins à la présidence de la République. Donc, être servante à la présidence de la République, finalement, c'est pas ça si passe mal. mieux. Ça passe mieux que chez monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est dans ça. cette optique-là qu'ils m'ont laissé venir en France. Et puis, parce que j'avais un oncle qui était professeur en France et du coup, qui avait montré les débouchés. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on n'avait pas de modèle dans la cuisine. On n'avait pas quelqu'un à qui on pouvait se référencer et dire bah, je veux être comme lui, ou lui a fait ça. Les chefs qu'on connaissait, moi, le seul que je connaissais, c'était Paul Bocuse, un homme blanc, et qui a participé à l'expansion de la gastronomie africaine dans le monde. Et moi, j'avais que ça comme repère. Je ne savais pas qu'il y avait des chefs noirs, des chefs… de toute façon, à l'époque, on n'en connaissait pas. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France et que j'ai commencé à me former. D'abord, une année de mise à niveau, parce qu'ici, la restauration, c'est un secteur professionnel, donc c'est à partir de la 3e. Donc, du coup, en un an, il a fallu voir ce que les autres apprennent de la 3e à la terminale. Donc, c'est des journées intenses. Et puis, j'arrive dans une ville où, premier hiver, moins 10 degrés. C'est ça. Je ne connais personne, moins 10 degrés. Ici, on ne connaît pas le piment. Quand on assaisonne, c'est le sel et le poivre. Ouais. Et ça, les gens te disent que tu as un accent, tu dis, mais de quoi tu parles? Moi, je n'ai pas d'accent, moi. Et tout ça. Et j'arrive dans une ville où je ne connais personne, donc et je suis la seule noire de la classe, donc c'est tout un environnement qui change, mais qui me plaît beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs bienveillants, même quand je fais des stages, des maîtres de stage qui m'ont pris sous leur aile. Et qui étaient surpris parce que partout où j'allais, j'étais toujours la première noire à être en cuisine. Quand ils avaient des noirs en cuisine, c'était les plongeurs. Les gens qui faisaient la vaisselle. Sinon, il n'y avait pas de noirs en cuisine. Et de voir quelqu'un qui arrivait comme ça, et à chaque fois, moi, j'arrivais, mon projet, c'était rentrer au Gabon et faire en sorte que la cuisine gabonaise soit aussi reconnue que la cuisine française. Donc, c'est comme ça que c'est là que ça a commencé. Donc, une mise à niveau, après un BTS… option cuisine, ça s'appelle, oui, option cuisine. Ouais. Après une licence qu'on appelle direction des unités de restauration, parce que l'objectif de la licence, c'était de pouvoir gérer un établissement, un restaurant. Et comme mon projet, c'était d'avoir un restaurant au Gabon, donc j'ai fait cette licence-là, donc apprendre à gérer du personnel, apprendre à gérer des stocks, apprendre à gérer la caisse et tout ça.
Et puis, durant mes différents stages, je découvre l'univers événementiel. Et je me souviens que au Gabon, quand il y avait des événements, si ce n'était pas dans un hôtel, c'est les mamans qui sont réquisitionnées pour cuisiner. Et là, je découvre le vrai métier de traiteur, où il n'y a pas que la nourriture, mais il y a le côté aussi décoration, la logistique, le côté commercial. Et je me dis, il me faut cette formation. Donc, je monte à Paris, parce qu'au départ, j'étais à Grenoble. Je monte à Paris pour intégrer cette école-là pendant 2 ans, où on voit tous les métiers du traiteur. Donc, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, le côté commercial, la logistique, la décoration. Donc, faire des stages chez des fleuristes pour apprendre à faire des compositions de tables, comment dresser une table, faire une jolie table et tout ça. À faire des devis, des factures, parce que souvent dans nos métiers, on a souvent le métier pratique de cuisine, mais il faut des métiers où on parle de facturation, de vente, où on parle de faire une proposition commerciale. Souvent, les gens butent, mais en fait, il y a des formations vraiment spécifiques pour ça. Et après ça, l'école nous proposait un échange universitaire d'aller aux États-Unis. Donc, je suis partie aux États-Unis pendant 1 an. Donc, on a fait 6 mois à l'université, 3 mois à peu près un trimestre à l'université, où on avait des cours intensifs en anglais. Et puis, le reste de l'année, on a travaillé dans un hôtel Hilton. On était trois camarades de classe à partir, dans un hôtel Hilton en Caroline du Sud. Et puis après ça, je suis revenue en France et je me suis dit, bon, j'ai fait le tour. Moi, le but, ce n'était pas de rester en France, c'était de rentrer au Gabon. Donc, je suis arrivée en 2002 en France. Donc, en 2010, je rentre au Gabon parce qu'on était 4 copines. On était arrivées ensemble en France et les autres étaient déjà rentrées depuis 2009 et avaient trouvé du travail. Moi aussi, je rentre. Donc, je suis rentrée, sauf que les mentalités n'avaient pas tant évolué que ça. Parce que je rentre je vois une offre d'emploi où il y a un grand hôtel qui recherche un sous-chef. Et moi, je sortais des États-Unis où j'avais été sous-chef. Et je me dis, en plus, je vais leur coûter moins cher parce que je suis quelqu'un du pays. Voilà. Mais quand je pars, on me dit, non, les femmes, c'est bien en cuisine, mais à la maison. Ah ouais, carrément. Et donc là, je me dis, bon, si c'est ça, c'est pas possible. Je dis, mais regardez mon CV. On dit, non, les femmes, c'est bien à la maison. Trop de problèmes. Après, tu vas venir, les enfants, les règles, si, ça. Ouais, d'accord. Je dis, d'accord. En plus, moi, j'arrive comme un peu la sauveuse, en mode sauveuse. J'ai mes diplômes et tout ça. Et donc, je suis confrontée un peu à ce que certaines personnes de la diaspora rencontrent quand ils veulent rentrer au pays. Je me dis, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais monter mon propre business, puisqu'en plus, j'ai fait une formation pour pouvoir gérer mon propre restaurant. Je vais prendre un crédit à la banque et puis voilà. Et puis, je découvre qu'en Afrique, on ne prête pas les banques ne prêtent pas à quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant. On me dit, non, mais il faut t'associer avec le fils d'eux ou un papa là-bas et tout. Il met son argent et puis après, et j'avais pas envie de ça parce que je me suis dit, mais le gars, il met son argent, le jour, il veut me mettre dehors. Ouais, j'ai tout monté. Donc, je reviens en France un peu à contre-cœur parce que je me dis, bon, finalement, ça va pas, ça marche pas et tout. Et quand je reviens vraiment déçue, je reviens en 2010, je commence à travailler en France. J'ai commencé à travailler en France, à travailler comme chef de production dans des boutiques traiteurs. J'ai repris contact avec les anciens traiteurs avec lesquels j'avais travaillé durant ma période scolaire et tout ça. Et à la fin au bout de, parce que je reviens en 2010. En 2014, je suis enceinte de mon premier fils. Et là, je me rends compte que les horaires commencent… avant, les horaires ne me gênaient pas.
Et là, je me rends compte que les horaires, finalement, avec la vie de maman, ce n'est pas vraiment ça. Et c'est toujours à la femme à qui on demande de choisir, soit la carrière, soit les enfants. la vie de famille. Et je me suis dit non, moi, je veux tout. Je veux le beurre, l'argent du beurre, épouser le fermier, tenir la boutique. Je ne vois pas pourquoi un homme ne demande pas de choisir et pourquoi moi, on devrait choisir. Sauf qu'à l'époque, mon mari me dit, bah, écoute, on n'a pas les moyens de prendre un crédit maintenant parce qu'on a déjà pris un crédit pour pouvoir acheter un appartement à Paris. Donc, tu dois trouver le moyen, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir faire ce métier sans avoir de restaurant parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir emprunter maintenant pour un restaurant. Et c'est là que je découvre, donc c'est en 2000, parce que j'ai accouché en fin 2014, donc l'ancien employeur que j'avais me licencie, parce qu'en France, on n'a pas le droit de te licencier quand tu es enceinte, donc on me licencie en 2015, après le congé maternité. Et donc là, en 2015, je dis, le projet que je voulais faire au Gabon, je vais le faire en France. Et donc, je commence à chercher comment faire pour continuer à travailler dans la restauration, en cuisine, sans avoir de restaurant. Et je trouve le métier de chef privé, qu'on appelle aussi chef à domicile ou chef à demeure, en fait, qui est un chef de cuisine, mais qui n'a pas de lieu fixe de travail. C'est-à-dire qu'il peut travailler pendant une soirée chez un particulier, faire un dîner ou un déjeuner. Il peut travailler pendant une semaine chez un particulier qui a loué une maison ou un appartement parce qu'il est là en vacances. C'est quelqu'un qui peut faire un restaurant éphémère, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, je décide que je loue un endroit et que c'est mon restaurant pendant 2 semaines. Et les gens viennent, voilà. En fait, c'est un chef un peu itinérant parce qu'il se déplace. C'est un chef nomade mais qui n'a pas de lieu fixe. Et quand je fais des recherches sur ce métier-là, je me rends compte qu'il y a toutes les cuisines qui sont représentées, sauf les cuisines d'Afrique subsaharienne. Et je me dis, je vais me spécialiser dedans. Et c'est comme ça que tout commence, en fait, en 2016 officiellement, que je me lance et que donc je commence par chef privé. Donc au début, les partenaires que j'avais qui m'envoyaient les clients me disaient, tu sais, l'Afrique, les gens ne connaissent pas, les gens ont peur et tout, peut-être qu'ils vont pas, tu ne vas pas avoir les clients. Mais finalement, les clients sont venus très vite, mais beaucoup plus par curiosité, parce qu'ils ne connaissaient pas. Beaucoup ne connaissaient pas, beaucoup se disaient, surtout ceux qui aiment voyager, on a goûté un peu de tout, mais c'est vrai qu'Afrique subsaharienne, on ne connaît pas. Donc, si la personne, en plus, vient chez nous, cuisine devant nous, on voit les produits et on peut bien discuter avec elle, pourquoi pas? Parce que j'ai découvert, en fait, vraiment des clients qui ne vont pas au restaurant pour différentes raisons. La première, j'ai découvert des clients qui ont envie de prendre le temps parce qu'aujourd'hui en France, comme il y a cette pression de pouvoir faire plusieurs services, c'est pas comme chez nous en Afrique où si tu es là pendant 3 heures, tu es là pendant 3 heures, personne va te dire faut partir. Ici, quand il y a des restaurants où tu as à peine posé ta fourchette, on te dit la suite, à peine tu as fini ton dessert, on veut te dire faut partir parce qu'on veut redresser la table pour d'autres clients. Et là, il y a des clients, je découvre des clients, par exemple, qui veulent prendre le temps. Ils ne veulent pas qu'on les stresse, qui veulent prendre le temps. Et donc, le fait d'être chez eux, ça leur convient parfaitement. Je découvre des clients handicapés qui ont envie d'aller au restaurant, mais qui sont gênés par le regard des autres. Et donc, qui sont prêts à mettre le prix pour que quelqu'un vienne chez eux, fasse à manger et tout. Voilà, je me souviens d'un couple, le mari avait fait un accident de moto, donc il était paralysé du dos, il avait tout un système là et tout. Et c'était leurs 7 ans de mariage. Et ils ne voulaient pas aller au restaurant dans cet état-là. Donc, ils ont fait à la maison un repas et tout ça. Vous avez des clients qui ont des enfants en bas âge, qui ne peuvent pas aller au restaurant avec ses enfants en bas âge parce que tout le monde va regarder, le bébé pleure, ci, ça. Alors que si on est à la maison, finalement, quand le bébé pleure, on peut le mettre dans sa chambre. Vous avez des clients qui veulent boire.
Donc, eux, ils ont décidé qu'aujourd'hui, là, on finit la boisson. Comme si on leur avait dit que demain, c'est fini, on va tous mourir. Donc, et le fait d'aller en restaurant, à un moment, on va leur dire il faut arrêter ou il faut appeler un moment un taxi, rentrer chez vous et tout ça. Là, ils sont sur place et ils boivent autant qu'ils veulent. J'ai découvert des clients qui ont peur maintenant des attentats, qui ont peur de sortir. Parce qu'en 2015, justement, il y avait eu justement des gens qui ont été tués alors qu'ils étaient assis à la terrasse. Assis en terrasse, en restaurant, en train de dîner tranquillement. Donc maintenant, ils se sentent plus en sécurité chez eux. Et donc, et là, comme on parle de Covid, avec justement le Covid, l'activité a pris aussi un boom parce que les gens, ils préféraient rester chez eux et se dire non, je ne veux pas être contaminé et tout ça. Parce que le Covid, en tout cas la Covid-19, a été une raison de plus pour solliciter en tout cas des chefs privés comme moi. Donc, ça veut dire qu'avec le Covid, vos demandes de chefs à domicile ont augmenté. Ce n'est pas l'inverse. Les gens n'ont pas peur justement d'avoir quelqu'un qui vient chez eux de l'extérieur et tout, non? Ah non, au contraire. Parce que nous, quand on vient, on est masqué, on a des gants, on respecte les mesures barrières et tout. Ils ont le restaurant à la maison. Parce que la prestation, c'est le restaurant à la maison. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient faire à manger. Ça veut dire que, par exemple, moi, en fonction du nombre de personnes, j'ai un maître d'hôtel qui vient, qui fait le service comme si on était au restaurant, qui va présenter les boissons, qui va présenter le vin, si on a rapporté, si le client a choisi de prendre du vin, qui va faire le service comme s'ils étaient au restaurant, quoi. Et la maîtresse de maison, bon, au début, elle est un peu frustrée parce qu'il y a des gens dans sa cuisine qu'elle ne connaît pas, mais à la fin, elle est contente parce qu'elle n'a rien fait, elle n'a pas cuisiné. Et quand on part, sa cuisine est propre parce qu'on nettoie tout. Et non, au contraire. Au contraire. Et puis, les gens avaient tellement envie de se réunir parce que pendant le confinement, on a été, les gens étaient enfermés. Séparés, enfermés, oui. Les gens, et donc, quand le confinement a été levé, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de se voir. Faire des réunions. Ouais. Exactement. Et votre équipe est composée de combien de personnes? Votre équipe Alors, ça dépend du nombre, parce que moi, je fais les devis, c'est en fonction du nombre de couverts. D'accord. C'est-à-dire que jusqu'à 6 couverts, je suis toute seule. Je peux faire aussi bien la cuisine et le service. Au-delà de 6 couverts, je prends un maître d'hôtel parce que je pars du principe qu'il faut que tout le monde mange chaud, il faut que le service soit efficace et tout ça. En plus, souvent, c'est des grandes maisons, donc faire les trajets avec les assiettes et tout. Donc, le mieux, c'est d'avoir un maître d'hôtel. Donc là, je vais prendre une personne. Après, ça dépend. Est-ce qu'ils sont assis? Est-ce qu'ils sont debout? À partir jusqu'à 15 personnes, je vais prendre un maître d'hôtel. Au-delà de 15 personnes, je vais prendre un autre maître d'hôtel tous les 10 convives en plus. Ça dépend, quoi. D'accord. Voilà, ça dépend de tous ces paramètres-là. Et en cuisine, vous êtes toute seule? Vous n'avez pas de commis? Vous avez pas de... Ça dépend aussi. Alors, il y a des fois, par exemple, des clients qui vont me dire, parce que moi, ce que je demande, c'est d'être là au minimum 2 heures avant le début du repas. D'accord. Pour prendre connaissance des lieux, prendre connaissance du matériel et pouvoir réagir s'il y a besoin de réagir. Maintenant, si je peux être là avant pour pouvoir cuisiner tout sur place, c'est bon. Si je ne peux pas être là avant, donc je vais leur dire, vu le nombre de personnes, il faudra avec moi tant de personnes en cuisine. Ça dépend aussi du nombre de convives, en fait. D'accord. Pour avoir, ça dépend si j'ai fait des préparations en amont, parce que si les gens me disent ah non, mais nous on sera là qu'une heure avant le repas, c'est-à-dire que je dois faire des préparations à l'avance et puis finir la cuisson sur place. D'accord, ok. Mais chef Anto, j'aimerais savoir, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous adapter avec la situation du Covid? C'est-à-dire, vous êtes un chef privé, comment est-ce que vous vous y êtes prise et tout ça? Est-ce que ça a été vraiment difficile pour vous de vous adapter, les changements et tout? Les changements par rapport au lieu ou par rapport à… Par rapport au lieu, par rapport à la façon dont vous étiez, je dirais, dont vous étiez habitué à faire les choses et maintenant avec l'impact
de la COVID, car il y a complètement eu un changement drastique. Je voudrais savoir comment est-ce que vous vous êtes adapté? Au départ, alors déjà, chef à domicile, en tout cas un chef privé, l'avantage que j'ai eu moi, c'est d'avoir eu 2 formations. J'ai eu la formation de cuisinier et restaurateur et la formation de cuisinier traiteur. Il faut savoir qu'un traiteur et un restaurateur, c'est pas la même chose. Un restaurateur, il cuisine sur place et il attend les clients. Il cuisine même avant de vendre. C'est-à-dire, je fais un nombre de plats, ce qu'il y a sur ma carte, et j'attends que les clients viennent. Et je n'ai pas besoin de m'adapter en fonction du lieu, vu que je cuisine sur place et ce sont les clients qui viennent à moi. Alors qu'un cuisinier traiteur, il va d'abord vendre son menu. Une fois que le menu est validé, il va cuisiner. Donc, ce qui est intéressant dans le cliché des cuisiniers traiteurs, c'est qu'il y a moins de pertes. Parce qu'un cuisinier restaurateur, il peut cuisiner. Si personne ne vient, personne ne vient, j'ai cuisiné pour rien. Alors qu'un cuisinier traiteur, il ne cuisine que ce qu'on lui a commandé. Et la différence, c'est que lui va devoir s'adapter. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas toujours le lieu où il va atterrir. Il ne connaît pas toujours les cuisines. Des fois, on vous dit c'est là que vous devez cuisiner, mais vous avez un point d'eau à je ne sais pas combien de mètres. Des fois, il n'y a pas de point d'eau. Des fois, on vous dit c'est cuisine équipée. Mais quand quelqu'un qui n'est pas professionnel vous dit cuisine équipée, c'est pas pareil que quand vous vous dites cuisine équipée. Donc, des fois, il y a des gens, mais si, il y a tout est équipé, et puis vous arrivez, il n'y a rien, et donc il faut s'adapter. Donc, le fait de travailler à domicile, du coup, moi, ça m'a permis justement de pouvoir, comme j'avais fait les formations et travaillé dans les 2 secteurs, de pouvoir anticiper certaines choses, de pouvoir me dire si jamais j'ai pas ça, ben, je prévois ça. Si jamais il n'y a pas ça, ben, je prévois ça. Donc, du coup, l'adaptation est facile. Je pense que quelqu'un qui n'a toujours travaillé en restaurant, lorsqu'il décide de devenir chef privé, ben, il y a des automatismes qu'il n'a pas parce qu'il découvre la cuisine. Voilà, s'il a l'habitude de travailler au gaz et puis là, il découvre que là, c'est électrique. C'est électrique, sauf que quand on veut baisser le feu au gaz, le feu baisse tout de suite. Quand vous voulez baisser le feu sur l'électrique, ça met au moins 5 bonnes minutes avant d'atteindre la température que vous voulez. Donc, il y a ça. Un ajustement quand même à avoir. Exactement, il y a cet ajustement à avoir, il y a tout ça à anticiper. Il y a les questions qu'on pose aussi, parce que quand vous êtes cuisinier, restaurateur, vous ne demandez pas… Enfin, vous pouvez prévoir un truc végétarien, mais ce n'est pas automatique. Alors que moi, en étant chef privé, je demande toujours quelles sont les contre-indications alimentaires, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient d'ordre médical, parce que la personne suit un régime spécifique ou est allergique, ou il y a des choses qu'elle n'aime pas manger et qu'il ne faut même pas essayer de lui faire goûter ça. Donc, c'est des questions, en tout cas, qu'on pose en amont. Ensuite, pour s'adapter en fonction… Par rapport à la COVID, moi, ça n'a pas vraiment changé grand-chose, dans le sens où les gens continuent à commander et disaient, ben voilà, on veut ci, on veut ça. Sinon, les gens demandaient des livraisons aussi. Il y avait certaines personnes qui préféraient être juste livrées. Donc là, il faut savoir aussi emballer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend chez le traiteur, puisque comme on se déplace, on apprend à conditionner les aliments d'une certaine façon et aussi à ne pas trop les cuire. C'est-à-dire que si vous devez livrer un poisson, le poisson ne doit pas être trop cuit. Pourquoi? Parce que le poisson va être réchauffé chez le client. Si vous le cuisez déjà trop, ben, quand elle va réchauffer, ben, il sera beaucoup trop cuit. Donc, c'est des automatismes que les traiteurs ont et que moi, j'ai eu parce que j'ai eu justement la formation et le fait de travailler sur les 2 côtés. Mais du coup, ce n'est pas des choses qui m'ont vraiment impacté. Par contre, c'est sûr que quelqu'un qui avait l'habitude de travailler en restaurant, s'il voulait faire des livraisons, en tout cas pendant la COVID, c'est des choses auxquelles il doit penser. Parce que il faut savoir que ben, la personne, elle va réchauffer à la maison. Donc, si la viande est déjà archi cuite, lorsque la personne va la réchauffer, ben, ce sera trop cuit. Et moi, j'expliquais toujours ça aux clients. On disait, attention, vous allez voir, votre poulet, il est encore un peu rosé, mais c'est normal. C'est parce que quand vous allez le réchauffer, ben, il va avoir la bonne… il faut tant de minutes et tout ça. Donc,
ne vous inquiétez pas et tout ça. Et c'est des choses… Enfin, moi, j'avais cet automatisme-là déjà parce que j'ai travaillé en traiteur. Exactement. Et alors, du coup, le projet de restaurant, est-ce que vous avez envie de toujours créer votre restaurant ou pour l'instant, vous êtes satisfaite de ce que vous faites? Alors, il faut savoir qu'on est en 2020. En 2018, j'étais déjà en train de chercher un local et tout pour le restaurant parce qu'on a toujours, quand on sort de l'école de cuisine, on a cette envie-là d'avoir son restaurant. Voilà, un cuisinier, il doit avoir son restaurant et il doit faire un livre de cuisine. C'est comme si, voilà, c'est les deux. C'est ça. Si vous n'avez pas les deux là, vous êtes pas un vrai cuisinier. C'est drôle. Et je me rappelle quand c'était une soirée de networking, c'était des femmes de la restauration et j'ai rencontré une femme chef et qui m'a dit je te déconseille d'avoir un restaurant. Je dis, comment tu peux dire ça? Elle me dit, parce que moi j'ai eu un restaurant et le problème c'est que tu vas prendre un crédit et tu auras tout le temps la pression de la banque pour te dire, je dois rembourser mon crédit, je dois rembourser mon remboursement. Elle m'a dit, tu as la chance d'être en France, de pouvoir faire d'être chef privé, tu peux t'adapter en fonction de tes besoins. Si aujourd'hui tu as besoin de 2 personnes en cuisine, tu prends tes 2 personnes en cuisine. Si demain tu as besoin de personne, tu ne prends personne. Elle dit, si tu es en restaurant, les personnes que tu as embauchées, c'est tous les jours que tu dois trouver quelque chose à faire, commande ou pas commande. Elle m'a dit, tu es obligé d'avoir un lieu fixe où tu vas payer des loyers et tout ça. Et franchement, je remercie cette dame pour son conseil parce que quand je vois aujourd'hui ceux qui ont des restaurants, ce qu'ils vivent, moi, je ne suis pas confrontée à ça parce que je n'ai pas de restaurant. Je n'ai pas un personnel à payer. En dehors de moi-même, je n'ai pas un lieu fixe de loyer à payer. Je n'ai pas toutes ces charges fixes-là qui sont en train de détruire les business, de peser sur le moral de beaucoup de restaurateurs. Parce que c'est ça, moi, je discutais avec un confrère qui me disait, j'ai 4 000 € de loyer. Juste le loyer. Il a déjà l'électricité et tout ça là, machin, parce qu'il a un grand restaurant en place. Et je peux comprendre le désarroi. Et franchement, finalement, je me suis dit, mais il n'y a pas qu'une voie. C'est ça. Et il n'y a pas qu'une voie, parce que pendant longtemps, on nous a mis dans la tête que si tu es chef, si tu veux, machin, tu dois avoir le livre et le restaurant. C'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de domaines en fait dans la cuisine qui ne sont pas explorés et qui méritent d'être explorés et où on peut très bien vivre de ces activités-là sans avoir de restaurant. D'accord. Et du coup, est-ce que ça vous manque quand même un petit peu? Parce que moi, par exemple, je sais que j'adore le moment du coup de feu. Ce petit moment où on est en stress, où il y a beaucoup de monde, où il faut servir tout le monde. Est-ce que c'est de ce genre de choses ça vous manque pas un petit peu? Mais j'ai le coup de feu, moi aussi, quand je suis en cuisine. Alors après, ça dépend peut-être du nombre de personnes, mais quand il faut sortir les plats et tout ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on est chef privé que c'est cool, Raoul, rien ne se passe. Si, il y a le coup de feu ou des fois, parce qu'en plus, on travaille souvent avec un matériel qu'on ne connaît pas, donc le four, on l'a trop chauffé, zut. J'ai trop chauffé, comment je fais pour attraper mon truc, ou la sauce, attention, ça fume, il faut ouvrir les fenêtres. Si, on a nos petits moments de coup de feu, mais qui sont différents de ce qu'on peut vivre en restaurant. En restaurant. D'accord, ok. Chef Anto, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'être une femme et un chef en même temps? Quand je dis possible, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que chef et femme? Oui, c'est possible. De toute façon, tout est possible. On a des femmes présidentes, ministres. Je pense que des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. C'est la culture, surtout culture africaine, où les femmes s'interdisent certaines choses. Mais quand je vois déjà ce qu'on fait dans l'informel, je me dis, mais moi, j'ai vu à la maison, plein de choses à faire. C'est maman qui commande, hein. C'est papa qui est devant, mais nous, les enfants, on sait c'est qui ça. est le vrai chef.
Donc, pourquoi ne pas être ce chef-là aussi en cuisine? Donc, il n'y a rien pour moi qui est différent, mais souvent, on se cache derrière des excuses pour dire, ah, ben, les enfants, ah, mais la famille. Après, c'est vrai qu'avoir un conjoint qui est coopératif, ça aide énormément. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, en 2016, mon mari m'a dit, écoute, je ne crois pas en ton truc. Mais je vais jouer le jeu. Oui. Au moins, il a été honnête. Donc, ça veut dire que quand il faudra garder, parce qu'à l'époque, on n'avait qu'un seul garçon, quand il faudra garder, il n'y a pas de problème, je vais le garder. S'il faut que tu voyages, il n'y a pas de problème, on trouvera une solution. Mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. Et on avait fait un pari, si dans 2 ans, ça ne décolle pas, ben, tu trouves un travail normal comme tout le monde. Et j'ai dit, OK, pari relevé. Et il a joué le jeu. Voilà, donc c'est vrai que ça aide d'avoir un conjoint coopératif. Parce que je sais que j'ai une collègue, hein, puisqu'il est chef en Afrique de l'Ouest, et qui me disait, ben, son mari, il vit mal le fait qu'elle aille travailler, qu'elle passe à la télé. Il vit mal. Il a l'impression d'eux et pas qu'elle soit, qu'on l'appelle madame par le nom du monsieur. Je disais, mais c'est grave d'avoir en fait ce genre de pensée-là, parce qu'il a l'impression de partager sa femme avec le monde entier. Oui, quand même. Et donc, il y a, et souvent, alors je ne veux pas dire que c'est propre à la culture africaine, hein, parce que c'est l'homme lui-même, l'homme dans sa virilité, dans son orgueil, dans son ego, qui aime bien être le chef et qu'on dise que c'est lui et tout. Et c'est sûr, moi, ce que je fais et ce que je dis toujours aux gens, si je suis chef hors de la maison. Quand je reviens et tout, chacun à sa place. J'enlève ma casquette de chef. J'enlève ma casquette de chef. Donc, des fois, pour embêter mon mari, je dis oui, patron, et tout ça. Mais voilà, c'est pas plus difficile. C'est pas plus difficile. Alors, c'est vrai que nous, quand on est mère, il y a le côté affectif où on voit les enfants, on se demande est-ce qu'il faut que j'aille travailler parce que l'enfant est malade? Donc on est un peu tiraillé au niveau de nos émotions. Mais après, il y a toujours moyen de s'organiser. Je dis toujours à mes enfants, si maman n'est pas heureuse en tant que femme, elle ne sera pas une bonne mère, elle ne sera pas une bonne épouse. Il faut que je sois heureuse en tant que personne moi-même, et pour ça, il faut que je puisse faire ce que j'aime par rapport à mon travail. Et quand je fais ce que j'aime, je suis contente de rentrer à la maison, je suis contente de prendre des moments avec eux, je suis contente. Mais c'est donnant. Cette histoire où on doit tout sacrifier et tout ça là. Attends, le gars, à un moment, à 18 ans, il va te dire ciao. Bon, il va épouser une autre qui va te faire le malin alors que c'est tout. Attends que tu t'es sacrifié et tout, tu vas dire ah non, ta mère, elle ne vient pas chez nous. Et tu as tout sacrifié pour. Ah non. Non, c'est bien vrai. Alors moi, je vous ai rencontré au Sénégal pendant le festival WIT Africa. Et en fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez eu cette idée de ce festival-là et où est-ce que vous en êtes dans ce côté-là de vraiment la promotion de la culture africaine, de la cuisine africaine, de nos produits. Parce que je pense que votre émission s'est arrêtée pour l'instant sur Canal quand vous faites un peu le tour à cause de ce qui se passe, Covid et tout. Donc, comment est-ce que vous avez pallié un peu à ça pour faire autrement et continuer quand même cette promotion-là de la culture africaine, quoi? Oui. Alors déjà, pour répondre à Francis, c'est moi qui cuisine à la maison. Personne n'a le droit d'entrer dans la cuisine quand je suis là. La cuisine, c'est mon temple, c'est mon lieu. Voilà. Personne n'a le droit. C'est moi qui fais les courses, c'est moi. Et même quand je dois voyager pour les émissions pour Canal, je fais d'abord toutes les courses pour être sûre que quand je ne suis pas là, il ne manque rien du tout. Voilà, il ne manque rien et tout ça. Donc, alors, pour WIT Africa, en fait, le festival, l'idée nous est venue en 2017. Ce qu'on a travaillé, il y avait les Galeries Lafayette à Paris qui avaient lancé une campagne dans toute la France, en fait, qui s'appelait Africa Now,
où tous les arts, que ce soit culinaire, mode, les arts plastiques, étaient mis en avant durant 3 mois. Et on a fait des ateliers justement dans les grands magasins Galeries Lafayette qui sont au boulevard Haussmann, pour ceux qui connaissent. Et là, on a vu un public qui, à chaque fois, demandait, mais on trouve les produits. Quel restaurant vous nous conseillez? Où est-ce qu'on trouve les chefs? Ah bon, mais on ne savait pas ce qu'il y avait ça là. Ah, mais il y a ça ici et tout. Et à ça, on disait, mais on est à Paris, quoi. On serait dans une petite ville de province et que les gens vous posent la question. Je dis, bon, d'accord, mais on est à Paris et les gens se posent quand même la question où trouver les professionnels, où trouver les restaurants, où trouver. Et on s'est dit, ben, il y a quelque chose à faire. Et à Paris, il y avait énormément d'événements autour de la nourriture, que ce soit la pâtisserie, la cuisine, le chocolat, le snacking. Et dans tous ces événements, jamais on avait invité de chefs africains. Donc, ils étaient beaucoup entre eux. S'ils invitaient des chefs étrangers, ben, c'était des chefs qui venaient d'Asie, qui venaient des États-Unis, qui venaient… et on a dit, bon, on ne va pas attendre qu'on nous invite. On ne va pas pleurer que oui, pourquoi c'est toujours les autres qu'on invite, nous, on ne nous invite pas. On va créer pour nous. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en 2018, on a créé le festival à Paris, We Eat Africa, où on a eu 15 chefs, certains qui sont venus du continent, d'autres qui étaient en France, d'autres qui étaient en Europe, qui sont venus. Et pendant une journée, on a eu des personnes qui sont venues découvrir. Donc, il y avait des conférences, il y avait des démonstrations, il y avait des dégustations, il y avait aussi des expositions. Et quand on a fait ça, ben, les gens ont demandé, mais où est-ce qu'on peut trouver Non, les gens nous ont contactés depuis l'Afrique pour nous dire, il faut faire votre événement ici. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ben, si l'Afrique nous demande, c'est… En fait, ce que les gens ont beaucoup aimé, c'est que pour une fois, on a mis les professionnels en avant. Le problème, souvent, dans certains événements, vous avez quelqu'un qui n'y connaît rien à la cuisine, qui ne connaît rien à la restauration, qui se met en avant, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Là, c'était les professionnels. On a mis les chefs en avant pour dire, voici ceux qui font, ils sont comme ça. On a mis les producteurs, ceux qui font l'épicerie fine, ceux qui font les boissons, ceux qui font… on a dit, c'est eux. Et on est content parce que suite à ça, il y a beaucoup qui ont décroché des contrats avec différentes entreprises qui ont été contactées pour passer dans des émissions à la télé parce qu'ils produisaient des produits exceptionnels. Et suite à ça, en Afrique, les gens nous ont contactés pour nous dire que mais souvent en Afrique, on connaît le restaurant parce que c'est le restaurant du fils d'eux. On connaît le restaurant parce que c'est la copine de tel qui a ouvert le restaurant là et tout ça. On ne sait jamais qui est le cuisinier. Alors que les gens, quand ils viennent manger, on vient manger pour la nourriture du cuisinier. Oui. Et les cuisiniers, en fait, en Afrique, nous ont dit, nous, ce qu'on aime avec votre concept, c'est que vous reconnaissez notre travail et vous nous mettez en avant. C'est comme ça qu'on a eu l'opportunité de le faire à Dakar, au Sénégal, donc en 2019. Cette année, on devait être à Lomé, au Togo, dégoûté parce qu'une semaine avant le départ, parce qu'on a fermé les frontières le 15 mars, on devait être le 6 avril à Lomé. 6 avril à Lomé, donc 15 mars, fermeture des frontières à cause de la Covid. Donc là, on est en train de voir avec le groupe hôtelier quand est-ce qu'on peut reprogrammer ça. Mais on a des demandes aussi bien pour la Côte d'Ivoire, on a des demandes pour faire l'événement aussi au Maroc, pour le faire au Rwanda, pour le faire… On a même eu des demandes pour le faire aux États-Unis parce qu'il y a des personnes là-bas qui veulent redécouvrir aussi la cuisine de leur origine. C'est excellent. D'accord. On vous attend en Côte d'Ivoire en tout cas, fermement. Ça, c'est sûr. Alors, chef Onto, j'ai quelques questions avant la fin. J'aimerais savoir, en tant que chef, est-ce que vous vous êtes senti soutenu, depuis l'avènement de la COVID? Soutenu par qui?
par les autres chefs présents dans la gastronomie également? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu? Soutenu. Bah, après, je ne vais pas dire. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que je pense que chacun était un peu dans son. Pas dire dans sa merde, mais dans ses problèmes, en train de se dire comment je peux essayer de sauver les meubles et tout ça. Après, on a essayé de prendre des nouvelles les uns des autres, savoir comment toi ça se passe et toi là-bas et toi ici. Ceux qui sont en Afrique apparemment s'en sortent un peu mieux que ceux qui sont en Europe. Pourquoi le pouvoir a changé de camp, hein? C'est ça. Donc, du coup, moi, je suis très contente quand j'ai des gens en Afrique qui continuent à faire des cours de cuisine, qui continuent, voilà. Mais on prend on prend les nouvelles des uns des autres, mais je ne dirais pas que j'ai été soutenue ou pas du tout, parce que là, il n'y avait pas franchement de concurrence. Sachant que là, en France, dans le premier confinement, nous, on pouvait continuer à travailler. Mais là, le deuxième confinement, on nous a demandé par solidarité, tous ceux qui faisaient les prestations à domicile, d'arrêter. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Et êtes-vous toujours en contact avec le Gabon? Ah oui, le Gabon, c'est chez moi. Toute ma famille est au Gabon. En plus, il était prévu que j'aille au Gabon au mois de juillet-août, parce qu'il y avait déjà la séance de dédicace qui était prévue par rapport au livre que j'ai sorti l'année dernière. Ensuite, parce que je veux organiser un 8 Africa là-bas, donc je voulais être sur place pour pouvoir commencer à négocier et tout ça. Là, c'est reporté à la 2021, mais oui, le Gabon, j'y suis au moins 2 à 3 fois par an. C'est exceptionnel cette année, c'est vraiment là où je n'ai pas pu y aller. Mais sinon, si je garde, c'est chez moi. De toute façon, à chaque fois, je dis, le jour où j'ai l'opportunité, je rentrerai. Et moi, je suis dans cette optique-là, c'est de pouvoir rentrer en Afrique. Après, je me dis peut-être que ce ne sera pas au Gabon, parce que tout dépend des débouchés et tout. Mais je ne me vois pas faire la promotion de l'Afrique en étant hors de l'Afrique. Définitivement. D'accord. Et en tant que chef, est-ce qu'il y a des choses que vous refusez catégoriquement, que ce soit en termes de cuisine ou en termes d'émission ou de concept, quelque chose que vous ne tolérez pas en tant que chef? Quand on me dit de cuisiner avec le cube, le cube, tout ce qui est cube, c'est même pas en rêve. D'abord parce que ça ne vient pas de chez nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un produit qui fait de l'ombre à nos épices, qui n'ont rien à envier qui n'ont rien à envier aux autres. Beaucoup de personnes pensent que... Attends, j'ai eu une journaliste, je crois que c'est le journal Le Monde, qui m'a dit oui, le cube fait partie intégrante. Je lui ai dit non. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces entreprises ont réussi à mettre dans la tête des Africains que s'il n'y a pas de cube, ce n'est pas bon. C'est vrai. C'est ça qui est terrible. De la même façon que pour nos cheveux, on nous a dit si ce n'est pas comme ça, tu n'es pas belle, tu n'es pas coiffée si tu as l'afro, si tu es habillée en pagne, c'est le village. Ils ont réussi au point de l'appeler Corrige Madame. Corrige Madame, quoi. C'est-à-dire que si Madame est nulle, tu as juste à mettre ça et puis voilà, c'est réglé. Et c'est un vrai travail psychologique qui a été fait. Et ce qui est étonnant, je me rappelle l'année dernière, quand on préparait, on a failli faire un 8 Africa Abidjan, il n'y a que les seules entreprises qui donnent de l'argent, c'est les entreprises de cubes. J'ai dit non, c'est pas grave, on annule. On annule. Et il y a des gens, ils vous contactent, ils vous disent on vous donne 15 millions. J'ai dit, c'est pardon, je ne peux pas. Le cube, je ne peux pas. Mais après, je peux comprendre, quand je vois certains chefs, quand tu as besoin de manger,
c'est la seule entreprise qui te dit, voilà, il faut faire une recette et il faut mettre le cube. C'est eux qui sponsorisent certaines chaînes de télé. Tout, c'est ça. Donc, il y a tout un… Ils ont rendu ça facile, en fait. Oui, ça prendra du temps. Et je pense que si tout le monde s'y met, ça va changer les choses. Pendant longtemps, les entreprises qui faisaient les produits pour les cheveux des Noirs, ils ne calculaient pas. Et dès le moment où les générations commençaient à se dire, ben, nous, nos produits, on va revenir à nos cheveux, on va se concentrer sur la composition des produits, savoir ce qui est bon pour nous. Toutes les entreprises qui faisaient des produits de cheveux, à un moment, se sont senties obligées, puisqu'elles perdaient de l'argent, à changer la formule pour de leurs produits capillaires. Ce sont pour mettre des produits qui étaient beaucoup plus adaptés à nos cheveux. Ils ont été obligés de faire ça parce que sinon, ils étaient boycottés. Et je pense que ça arrivera un jour pour le cube. Ça prendra du temps parce qu'on l'a depuis un moment. Mais quand on sait qu'au fin fond du village, j'étais au village en Casamance, mais au fin fond, on trouve le cube là-bas, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le cube arriver jusqu'ici. Ouais. C'est un peu comme Coca-Cola qu'on trouve partout. Autant il y a des boissons qui ne trouvent pas, mais Coca-Cola, quel que soit l'endroit où vous êtes dans la planète, vous allez trouver. C'est partout. Le cube, ils ont réussi à faire ça. Et moi, je suis contre le cube. D'accord. Et quelle est la fourchette de vos tarifs pour les prestations que vous proposez en matière de cuisine? Alors, je dis toujours, ça dépend en fait, donc moi je discute avec les clients, ça dépend de ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas ça dépend de ce qu'ils veulent et ça dépend aussi s'ils passent par une plateforme ou pas. Quand ils passent par une plateforme, en France, vous avez des plateformes, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Invite un chef ou La Belle Assiette. Vous avez aussi, il y en a de plus en plus, cuisiniers privés et tout ça. Les tarifs varient entre 35 € par personne jusqu'à à peu près 110 € par personne. Mais dedans, vous avez différents, des menus déjà qui sont faits. Package. Voilà. Après, vous avez des clients qui vont me contacter directement, qui vont me dire, moi, j'ai un budget de temps. Qu'est-ce que je peux faire avec? J'ai un budget de temps par personne. Est-ce que je peux faire, voilà. Et moi, je lui dis, avec ça, voilà ce que je peux faire. Mais si, en plus, tu veux des gens pour faire le service, il faut rajouter temps. Si, en plus, je dois apporter la boisson, il faut rajouter temps. Si, en plus, vous n'avez pas assez d'assiettes, parce que ça arrive, des gens qui veulent faire des fêtes chez eux, mais ils n'ont pas assez d'assiettes ou de verres pour le nombre de convives. Donc, moi, je leur propose de pouvoir amener des verres et tout ça. Et je leur dis, ça fera tant. Donc, après, s'ils ont aussi des contre-indications alimentaires, ils vont me dire, nous, par exemple, j'ai une clientèle juive qui vont me dire, nous, on ne doit pas avoir ça, on doit faire comme ça. Donc, il y a un protocole encore différent. Donc là, je vais aussi adapter pour leur dire, là, la nourriture, ça va vous coûter tant. Si vous rajoutez ça, voilà, ça fait… De toute façon, les devis sont détaillés toujours par personne, mais ça commence à partir de 35 € par personne et je ne prends pas en dessous de 6 parce que sinon, après, ce n'est pas rentable. Quelqu'un qui va prendre 35 € par personne, 35 €, c'est quoi? C'est un peu plus de 1 000 francs CFA, ça veut dire quoi, 24 000, 25 000. Si vous êtes deux, je veux dire, je me dis pour 50 000. Une fois qu'on enlève les courses et tout ça, mon temps de préparation, en fait, c'est pas rentable. Donc, du coup, moi, j'ai pris le parti de ne pas prendre en dessous de 6 personnes. D'accord. Et du coup… Et puis, ça dépend aussi de la date. Par exemple, les menus de fête, c'est différent. Il y a un tarif spécifique quand c'est la Saint-Valentin, quand c'est Noël, parce que c'est des dates qui sont très, très demandées. Voilà. D'accord. Et alors, donc là, on s'approche de 2021. C'est quoi la suite? En Chef Anto en 2021, qu'est-ce que ça donne?
Bah là, on est en train de se préparer pour. De toute façon, là, la situation fait qu'on se projette déjà sur 2021. Déjà, en France, c'est l'année de l'Afrique. Donc, ça a commencé là en décembre jusqu'en juillet 2021. Donc, il y a différents événements qui vont avoir lieu dans toutes les villes françaises. Et moi, je suis dans le comité de pilotage avec l'Institut français sur la partie gastronomie. Donc, l'année dernière, quand on avait fait l'organisation, on devait faire venir des chefs depuis l'Afrique. Mais là, compte tenu des restrictions et tout ça, donc pour l'instant, ça va être des chefs qui sont en France ou en Europe. Parce que maintenant, pour faire venir les gens, c'est compliqué avec les visas et tout ça. En tout cas, tant qu'il y aura cette crise-là, pour faire venir des personnes, ce sera un peu compliqué. Donc, il y a l'année de l'Afrique avec différents événements qui sont prévus dans des grandes villes de France. On a, par exemple, la Lyon Street Food Festival. On a eu le Food Temple, qui est un événement qui a eu à Paris. Donc, il y a différents événements comme ça qui sont prévus. Il y a les tournages qui sont prévus, donc le tournage des émissions qui sont prévus de nouveau. Voilà, j'ai proposé des pays comme l'Éthiopie, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun. Donc, on verra bien quelles seront les destinations qui seront retenues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Voilà, c'est en gros déjà. Et puis, oui, il y a 8 Africa. Il y a 8 Africa qui est prévu. Donc, on est en négociation. On est en négociation. Enfin, il n'y a même pas un, il y en a 2 qui sont prévus pour 2021. Excellent. Il y en a 2. Parce qu'il y a celui du Togo qui va être reporté, donc on est en train de voir. Et il y a une autre capitale africaine qui a dit il faut à tout prix que vous soyez là en 2021. Il y a aussi, donc je travaille énormément aussi avec des groupes hôteliers et des restaurateurs. Des restaurateurs, des propriétaires de restaurants qui veulent améliorer leur carte. Donc, ou qui veulent que je forme leurs cuisiniers. Parce que de ce que du voyage que j'ai eu à Dakar, ce que j'ai compris, c'est que souvent, les cuisiniers, quand ils sont formés en Afrique, on leur apprend la cuisine française, mais on leur apprend surtout des personnes qui exécutent, pas des personnes qui créent. Réfléchissent, qui n'êtes pas une personne qui naturellement crée des recettes. Vous avez du mal. Et très souvent, lorsqu'on leur demande, voilà, créez-nous un menu du jour, créez-nous un nouveau plat, les cuisiniers sont bloqués parce qu'on n'a jamais. La créativité, je veux dire, le cerveau, c'est un muscle, il faut l'entraîner. Travailler. Et donc, je fais des formations aussi sur la créativité où on apprend à travailler nos plats. Ça va être, on a les ingrédients, par exemple, pour faire un poulet kedjenou, et on va dire avec les mêmes ingrédients, tu dois faire autre chose que le poulet kedjenou. Donc, on pousse les gens à réfléchir comme ça, où on dit tel produit, vous avez l'habitude de travailler de cette façon, là, vous allez réfléchir à le travailler d'une autre façon. Exactement. Donc, pour obliger les cuisiniers, en tout cas qui sont sur place, à être beaucoup plus autonomes, créatifs et autonomes, et surtout à voir en fait qu'ils ont un champ de possibilités avec les produits qu'on a sur le continent. D'accord. Chef Onto, malheureusement, nous sommes à la fin de notre webinaire. J'aimerais vous dire merci. Merci pour tout. À vous. Merci pour vos questions. En tout cas, s'il y a certains qui ont des questions et qu'on n'a pas répondu, vous pouvez me poser des questions sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur le site web et tout ça, et je réponds à vos questions. D'accord. Ok, écoutez, moi je dis encore merci à Chef Anto d'avoir été disponible avec son emploi du temps très chargé sur des émissions de télé, des podcasts YouTube, des Facebook. Je ne sais pas comment vous faites pour être en même temps à la maison faire la cuisine. C'est compliqué. Et donc voilà, merci beaucoup.
Parce que là, et en plus, donner des cours, des formations aux chefs en Afrique, c'est vraiment un métier de femme, hein, C'est une finalement. superwoman, c'est ça. Tâche. En tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui se sont connectés. N'hésitez pas. J'en vois quelques-uns que je reconnais, Marceau, Amada. J'espère que vous allez bien. En tout cas, Ouais. Ok. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, chef Alison. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.